Le hou, c'est un arbre à croissance lente. Comme je disais, ça fait partie des espèces qu'on appelle les dryades, qui poussent à l'ombre, enfin, qui peuvent pousser à l'ombre au-dessous des forêts, et qui, dans tous les cas, croissent assez lentement. Donc pour qu'un hou arrive à cette taille-là, il faut quelques années quand même. Tu veux parler de ce hou? Ouais, bah, apparemment, de tout ce qui a été dit, les gens qui passent, c'est entre environ 150 ans qu'il peut avoir, certainement plus. Hein. Voilà, il peut avoir plus. Donc du coup, par rapport à ce que disait Robin, on est à un endroit précis. Pourquoi il y a cet arbre-là ici? À votre avis, pourquoi il est resté ici? C'est le vieil arbre. Parce qu'il y a de l'ombre. Parce que les gens savaient qu'il y avait... Ok. Soit on mettait une pierre, soit on mettait un arbre. Et donc, bah, par rapport à l'histoire d'Hervé hier, le vieil arbre, on peut, voilà, c'est un disque dur, il est plein d'informations, il connaît l'historique du coin depuis bien plus longtemps que d'autres arbres qui ont été coupés ou autres. Et donc du coup, s'il n'a pas été coupé, c'est bien parce qu'il n'appartient à personne. Il est à personne, il est à tout le monde, quoi. C'est une borne. Donc du coup, c'est un point stratégique. On peut voir qu'à ces endroits-là, on peut peut-être réussir à installer des choses qui sont à tout le monde et qui peuvent bénéficier à tout le monde également, du coup. Donc bah, là, en l'occurrence, c'est un arbre, mais on pourrait imaginer autre chose. Un puits, par exemple. La mycorhize, c'est l'endroit où il y a une symbiose, donc au niveau des racines, entre un arbre ou une plante et un champignon qu'on appelle mycorhizien, parce qu'il a cette particularité de faire des mycorhizes. Cette symbiose, elle permet à l'arbre et au champignon d'échanger de l'eau chargée en éléments nutritifs, minéraux, en sucre. Donc l'intérêt pour le champignon, c'est que, comme vous le savez, le champignon, lui, ne fait pas de photosynthèse, donc il a du mal à trouver des sucres. S'il est tout seul, il ne peut pas se faire de sucre, le champignon. Donc il est obligé soit de parasiter, donc aller prendre des sucres à l'insu de l'hôte, soit il s'associe avec une autre plante. Alors ça peut être avec des algues et ça crée des lichens, ça c'est une symbiose entre un algue et un champignon. Ou alors il se mycorhize avec un arbre ou une plante. Il y a certaines plantes qui ne mycorhizent pas, mais la plupart des plantes mycorhizent. Donc le champignon prend des sucres à l'arbre, ou on va dire que l'arbre donne des sucres au champignon, en échange d'éléments nutritifs qui sont plus difficiles pour l'arbre à avoir, par exemple le phosphore, qui est comme on l'avait un peu expliqué, assez mal réparti sur Terre et qui se déplace très difficilement. C'est pas comme l'azote et le carbone et ces choses-là qui sont assez volatiles. Le phosphore, lui, se déplace très mal, tout seul. Mais les champignons, eux, ont cette capacité d'aller prendre le phosphore où il est et le mettre dans leur réseau comment ça s'appelle, de mycélium. Le mycélium, c'est les racines du champignon, entre guillemets. C'est la plus grosse partie du champignon, celle qui est cachée sous terre qu'on ne voit pas. Le champignon qu'on mange, là, l'organe reproducteur, qu'on appelle le carpophore, c'est simplement l'organe reproducteur, l'organe sexuel du champignon. Donc, il y a cet échange qui se crée, et ce réseau mycorhizien est tellement grand qu'il peut s'associer, donc il s'associe avec plein de plantes différentes, mais aussi avec d'autres champignons, ce qui fait ce que Hervé peut appeler le mycoweb. Donc c'est un grand réseau où tout ce qui arrive dans le champignon peut se répartir sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Une forêt, limite avec ce réseau de champignons et ce réseau mycorhizien et racinaire, ça crée un seul organisme qui échange de partout des éléments minéraux et des éléments nutritifs. Le vieil arbre emmagasine des informations, donc via l'ARN, c'est là où est stockée l'information sous forme génétique. C'est relativement temporaire, mais ça, par rapport à l'ADN, ça évolue et ça se déplace. Donc l'arbre subit des altérations, des attaques, des machins comme ça. Il enregistre cette information, il développe des systèmes de défense. Il envoie toute cette information au niveau de ses mycorhizes, où l'information est stockée et répartie dans les autres parties de l'arbre et dans le reste de l'environnement, donc dans les arbres à côté. Donc les plantes à côté peuvent se dire, quand il y a une attaque à un endroit, assez rapidement, il y a les plantes à côté qui vont savoir qu'il y a eu une attaque à un endroit, donc ils vont pouvoir commencer à mobiliser leur système de défense
pour répondre à cette attaque. Donc en même temps il stocke les informations dans son ARN, en même temps il les stocke de manière vivante sur l'arbre lui-même ou entre l'écorce ou voilà, sous forme d'insectes, de bactéries qui auront régulé les attaques. Donc il y a une attaque qui arrive, il y a par chance, parce que c'est un vieil arbre, donc du coup il a vécu, donc à ce moment-là il a eu de la chance d'avoir eu un autre insecte qui est arrivé pour réguler cette maladie ou cette attaque. Et cet insecte-là et cette maladie seront ici, vont rester. Donc c'est le système immunitaire qui se crée, c'est un petit peu comme un vaccin qui s'est créé. Et ces organismes sont disponibles aussi pour les autres plantes. Parce que si cette même attaque se produit sur une plante à côté, et ben l'insecte ou l'insecte qui a déjà régulé sur cet arbre-là par exemple la maladie, va voir qu'il y en a une autre là-bas, il va se déplacer et puis il va pouvoir aller aider à côté. Donc les vieux arbres sont un peu comme des grandes mamans ou des grands papas qui vont veiller sur leurs petits autour. Le système de défense se mobilise, il y a une réaction, donc création de tanins et d'éléments volatiles qui ont une odeur. Donc non seulement l'arbre se protège, mais en même temps informe les autres arbres qu'il y a cette attaque à un endroit. Donc tous les arbres se protègent avant d'avoir été attaqués. Voilà. Système de communication des arbres. Par rapport à la protection, il y a d'autres aspects aussi. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre ces deux feuilles-là? Le truc c'est que là c'est le hou que j'ai pris à côté où il y avait plus de lumière et où le hou était jaune, assez bas. Donc du coup aussitôt lui il crée une protection physique pour se protéger. Et là j'ai pris une feuille sur ce vieux hou qui s'est vraiment développé, qui maintenant a beaucoup moins de risque de se faire agresser, abîmer ou autre. Donc du coup il va plutôt favoriser à avoir une surface pour capter de la lumière que avoir des pics pour se protéger, quoi. Donc on voit aussi qu'avec le temps, les éléments, quels qu'ils soient, peuvent évoluer. Ils n'ont plus besoin d'avoir certains types de défense, ils ont besoin aussi d'avoir d'autres façons de capter les nutriments ou autre, quoi. Alors ces deux feuilles, c'est aussi une question de lumière et d'ombre. Voilà. Il y a la feuille qui est sans pic, là c'est plutôt une feuille de lumière, et l'autre est plutôt une feuille d'ombre si je ne m'abuse, ou l'inverse. On voit la même chose, il faudra regarder, j'ai plus ça en tête. C'est comme le lierre aussi, il y a deux types de feuilles différentes sur un même lierre. Des feuilles de lumière et des feuilles d'ombre. Des feuilles d'ombre qui seront généralement plus foncées, il me semble. Un arbre, c'est une interface entre la terre, le sol, la profondeur et puis le ciel. Et puis bien sûr il y a des échanges, comme Steve disait hier, il y a des échanges cycliques. Donc il y a, je ne sais pas si c'est Steve ou si c'était Hervé qui disait, Hervé. Donc vous avez des organes qui sont tout en haut et puis des organes qui sont tout en bas. Alors forcément il faut qu'il y ait des communications entre les deux. Et une des premières communications elle se fait par les fluides. Et donc une solution d'eau et de sels minéraux qui est pompée dans le sol. La concentration de la solution dans l'arbre au niveau des racines est plus importante que la concentration des sels minéraux dans le sol, dans l'eau du sol. Donc vous avez un milieu très concentré qui est le milieu vivant de la racine, vous avez un milieu peu concentré. Donc automatiquement il y a ce qu'on appelle une pression osmotique et donc le milieu va chercher à s'équilibrer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'osmose en fait, on dit oh, on est en osmose avec la nature, c'est qu'en fait on est en équilibre. Voilà, l'osmose c'est l'équilibre. Et donc qu'est-ce que ça fait dans le tronc qui est en fait une espèce de colonne d'eau, hein, c'est une espèce de tube, un tube vertical, et bien forcément il y a une poussée qui se fait par dessous. Vous comprenez pourquoi, hein? Donc le milieu aquatique autour là, qui est attiré comme ça, et puis te fait remonter. Il y a un autre phénomène qui se passe, c'est un phénomène de succion, d'aspiration, un petit peu comme quand vous buvez votre café au lait le matin à la paille. Non, faites pas ça. C'est que les feuilles ont, donc c'est ce que j'expliquais hier, c'est que les feuilles ont, sur le dessus des feuilles, surtout on voit bien là-dessus, vous avez une espèce de vernis sur la feuille. Et dessous, on voit que c'est beaucoup moins vernissé, il y a ce qu'on appelle des... il y a des cellules, hein, sur chaque cellule il y a des stomates. Les stomates ce sont des espèces de petites bouches, j'expliquais ça hier, qui s'ouvrent et puis qui respirent en fait, qui permettent des échanges respiratoires, des échanges gazeux. Et notamment comme nous, quand on expire comme ça sur une vitre, il y a de l'eau qui
Il y a une condensation qui se fait sur la vitre, donc on peut comprendre qu'il y a de l'eau dans notre expiration. Et quand la plante expire, eh ben, elle rejette de l'eau aussi. Et du coup, comme elle rejette de l'eau, il en manque dans le tuyau en dessous. Donc ça fait une aspiration. Vous avez une poussée racinaire, et vous avez une attraction par la transpiration de la plante. Donc cette sève, donc la solution d'eau de sels minéraux, c'est ce qu'on appelle la sève brute. Et cette sève donc monte par des canaux. En fait, si on fait une coupe de bois puis qu'on regarde avec un microscope, on voit que c'est des tubes les uns à côté des autres. C'est des petits tuyaux dans lesquels l'eau circule. Donc l'eau monte, elle arrive au niveau des feuilles. Les sels minéraux sont répartis dans les cellules, vont permettre le fonctionnement physiologique de la plante. Et il y a une information très importante qui arrive à la feuille, c'est la lumière. Voilà. C'est qu'il y a des photons qui arrivent. La lumière, ce sont des petites, on peut dire c'est des petits grains, ou des petites ondes, en fonction de comment on l'observe. Et ces photons ont une certaine énergie. À l'intérieur des cellules de la plante, il y a des organites, des petites. Souvent, c'est un peu complexe, mais en fait, c'est des anciennes bactéries qui ont été emprisonnées dans des cellules et qui ont gardé leur fonction initiale. Et donc, il y a un organite qui s'appelle les chloroplastes, en fait, qui étaient des anciennes bactéries qui étaient photosynthétiques, qui pouvaient faire la photosynthèse. Et donc, il y a une molécule complexe qui s'appelle la chlorophylle à l'intérieur. Et quand le photon touche la chlorophylle, il y a toute une chaîne de réactions qui se fait, qui est extrêmement complexe. Ça remplit une page comme ça, quoi. Et au bout de cette chaîne de réaction apparaît du sucre. Et il y a un déchet qui est rejeté. Ce déchet, c'est l'oxygène. Voilà. Il y a un autre déchet qui est rejeté aussi, c'est de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il va repartir sous forme un peu complexe, quoi, mais il repart sous forme dans les racines pour fabriquer cette fameuse acidité dont j'ai parlé et qui va ronger les roches pour solutionner les sels minéraux. Il y a une autre chose aussi qui est créée, non pas par la lumière, mais par tout le processus de métabolisation. Donc métabolisation, ça veut dire fabriquer de la matière organique, fabriquer des tissus et tout ça. Il y a un déchet qui est fabriqué, c'est la lignine. Et la lignine, de lignos, je crois, ligno, machin, qui veut dire le bois, quoi. Donc il faut bien qu'elle en fasse quelque chose. Et les premières plantes qui sont sorties de la mer et puis qui ont colonisé les espaces terrestres autour, se sont retrouvées vite avec un problème, c'est que ça faisait des espèces de masses de plantes, mais du coup, il y avait de l'espace au-dessus. Ils se sont rendu compte que tout ça à plat c'est bien, mais quand tout le plat a été pris, il n'y a plus de place, quoi. Et à un moment donné, il y a une mutation, enfin quelque chose qui s'est fait, magique, que cette lignine a commencé à se polymériser. C'est-à-dire au départ, ce sont des molécules complexes mais encore relativement simples. Et la polymérisation, c'est qu'elle commence à s'enchaîner les unes aux autres. Clac, 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 clac. Voilà. Et ça a fait des chaînes. Voilà. Et ces chaînes ont permis de faire des fibres qui permettent aux plantes de pouvoir s'élever en hauteur. C'est-à-dire la plante incrémente sa lignine et lui permet de monter en l'air. Voilà, ce qui nous permet maintenant d'avoir des arbres. C'est-à-dire que par les stomates, bonne question, par les stomates, il y a du CO2 qui rentre. Et ce CO2 va servir, c'est le carbone qui va servir à faire les sucres. Donc la cellulose, qui va être, ce que j'expliquais hier, la cellulose, c'est vous imaginez un sac en plastique ou un ballon que vous avez rempli d'eau. C'est ça qui va permettre de faire l'enveloppe. Voilà. Et la lignine, c'est ce qui va coller ces enveloppes ensemble pour pouvoir faire une structure cohérente qui va pouvoir s'élever sans se casser la gueule. Vous avez l'algue comme ça, elle est belle, elle est magnifique comme ça. Et puis alors, quand elle arrive, quand la plage, enfin quand la mer descend, donc il a fallu régler ce problème, quoi. Voilà. En fait, il y a une structure morte dans l'arbre et une structure vivante. C'est laquelle la structure morte, c'est laquelle la structure vivante? Enfin, morte. Alors, l'écorce extérieure, c'est une structure morte. Et le bois qui est à l'intérieur, c'est une structure morte. C'est une structure morte qui sert à la plante, et qui sert quand même à la vie de la plante, parce que c'est quand même des tubes
mais il n'y a plus de vie possible. Si vous prenez un bout de bois à l'intérieur, vous prenez un petit bout de l'aubier, hein, la première partie de bois blanc, vous essayez de faire une bouture juste avec de l'aubier, ça ne va pas pousser. Hein, donc il faut qu'il y ait le cambium. Donc en fait, c'est cette espèce de tube. Hein, si on voyait juste la partie vivante de la plante. Bon, le cambium, c'est la zone vivante. Hein, c'est la zone vivante. C'est ce qu'on appelle l'assise génératrice. Alors d'un côté, le cambium va fabriquer du bois, et de l'autre côté, ça va fabriquer de l'écorce. L'arbre, il va essayer de chercher un équilibre entre ses feuilles et ses radicelles, donc ces deux extrémités, pour avoir toujours assez d'eau dans son organisme. Donc ça peut être intéressant à le comprendre, surtout quand on veut planter par exemple des arbres à racines nues. Donc on achète des arbres à racines nues qui peuvent venir, qui ont été conditionnés, voilà. Donc on a un certain volume de feuilles, de branches, on a un certain volume de racines. Avant de le planter, on essaie de rééquilibrer tout ça. Dans tous les cas, c'est sympa aussi, c'est plutôt intéressant de couper l'extrémité de ces racines, parce que ça va enlever toutes les radicelles qui ont séché, qui sèchent très vite à l'air libre, et faire en sorte que l'arbre puisse en recréer de nouvelles assez rapidement. Donc après, c'est une question de... L'arbre, lui, il va gérer ça soit en faisant mourir des racines quand il y a trop d'eau, quand il y a une période très humide, soit en faisant mourir des feuilles, en faisant tomber ses feuilles quand c'est une période très sèche. Un arbre peut perdre toutes ses feuilles, genre en fin d'été, mais sans mourir pour autant, juste parce qu'il a fait trop chaud d'un coup. Il continue à vivre par ses racines, mais mais il a perdu ses feuilles. C'est une question de se rééquilibrer, de se protéger. Alors du coup, on n'aura peut-être pas de fruits, on aura peut-être moins de trucs, ce sera peut-être moins joli, mais il vivra. C'est un moyen de défense. On a vu hier que si on plantait un arbre à l'envers, hein, il faisait des racines sur les branches, enfin, des feuilles sur les racines, et puis des racines sur les endroits où il y avait les feuilles. Quelque chose d'important à dire aussi, c'est que à l'automne, hein, pour les arbres caducs, quand vous avez les feuilles qui tombent, on sait maintenant qu'il y a des feuilles racinaires, en fait, qui sont des espèces d'écailles qui se trouvent sur le bord des racines, et en fait qui sont des feuilles, mais qui n'ont pas pu aller jusqu'à leur fonction foliaire, donc ces espèces d'écailles, des écailles qui suivent les racines comme ça. Et quand les feuilles tombent, ces écailles tombent aussi. Donc ça fait une quantité d'humus égale dans le sol que ce qu'il y a là-haut. C'est-à-dire qu'au moment où tout ça tombe, c'est aussi le moment où il y a souvent les champignons qui apparaissent, les champignons, les chapeaux, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait dans le sol. Et donc les champignons, donc les mycéliums, vont en profiter pour fructifier. Hein, il y a de la nourriture. Donc à chaque fois qu'on élague, qu'on coupe un arbre par exemple, on fait un élagage, il va y avoir un élagage équivalent qui va se faire dans le sol. Il y a toujours un équilibre qui se règle. Et ça, c'est un truc à réfléchir dans nos systèmes. Pourquoi pas laisser des arbres, on va laisser, puis tous les 4 ans, on les coupe. Donc on va avoir du bois qui va nous servir pour faire de l'humus par exemple, mais vous avez aussi un humus qui va se créer par l'élagage des racines. C'est aussi ce qu'on fait dans une prairie. Si on coupe la prairie quand elle est bien mûre, quand elle est bien en fleurs, et bien pareil, il y a des racines qui s'élaguent. C'est pour ça que ces prairies là que vous voyez, il y a de la matière organique très profonde. Alors qu'on a vu ça sur les cotones forestiers ici, là. On a trouvé ça d'humus. Et puis en dessous, il y avait plus ce type d'humus là. Il y avait un autre humus, mais c'était plus le même. Voilà. Et la lecture des formes des arbres va vous permettre de comprendre effectivement la nature de votre sol en dessous. Hein. Par exemple, il y a, là où j'habite en Dordogne, pas très loin, il y a un châtaignier qui est énorme. Et il fait partie d'un alignement dont tous les autres sont morts. Et tous les autres sont devenus des trucs avec des tailles assez énormes, pas aussi gros que celui-là. Et on comprend que si celui-là il a survécu, c'est que dessous, il y a quelque chose qui se passe. Et on se rend compte en fait qu'il est sur une faille. Donc il a de la profondeur, il a sans doute de l'eau. Voilà, donc ses racines peuvent aller chercher. Il y a une abondance de nourriture et de ressources qui fait qu'il est arrivé à, on pense qu'il a entre 300 et 400 ans, cet arbre-là.